Bonsoir. Tous à la TNT. Le porte-parole du gouvernement a annoncé aujourd'hui l'extinction progressive du signal analogique. Quelles sont les dispositions prises à cet effet? Les populations sont-elles prêtes pour ce changement? Des pistes de réponse en tout début d'émission. Et dans le milieu de l'éducation, la publication, vous vous en souvenez, du dernier rapport du PASEC fait réagir le ministère de tutelle. Les responsables de l'éducation nationale dénoncent une exploitation tendancieuse du document. On en parle dans le Live Actu. Un mot de football dans cette édition, Ahmad Hamad, l'ancien président de la CAF, renvoyé à la FIFA quant à son éventuelle candidature aux prochaines élections du président de l'organisation. Et ce soir, il sera question de mutilation génitale féminine, un fléau qui n'a malheureusement pas encore disparu chez nous. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Koulibaly Justin. Il est sociologue et expert en genre. Il aura à ses côtés Mme Osama Roxane, elle est journaliste, malheureusement victime de mutilation génitale. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on est content de savoir que c'est une nouvelle semaine qu'on entame, et pas n'importe laquelle. C'est une semaine de paix, c'est une semaine de joie, c'est une semaine de bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, il y a bientôt, on se rapproche de la semaine de l'amour, vu que tout février est, dit-on, consacré, dédié à l'amour. On se rapproche, on est dans la semaine de l'amour. Ah bon? C'est ce week-end. Ah, c'est ce week-end, le 14? Oh, on est dans la semaine de l'amour. Même moi, je ne savais pas pourquoi il y avait une énergie comme ça qui m'habitait. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir. Vous y croyez ces choses-là, semaine de l'amour Qui vous habite? Vous y croyez? Semaine de l'amour? Oui, moi je crois en l'amour. L'amour c'est quelque chose qui existe, c'est un sentiment divin par lequel est née la création, moi je pense. Donc l'amour c'est la chose qu'on doit mieux chérir et partager au monde. Qu'on décide de décréter un jour pour célébrer cet amour-là, voire une semaine, pourquoi pas, oui. J'aime bien la phrase. L'amour, c'est une chose divine qui a... Je pense que c'est la clé, c'est la base de toute création, indépendamment de la foi des uns et des autres, mais c'est par amour que nous avons été créés, je pense. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Ah bien. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va et toi? Ça va. En rouge aujourd'hui. Ouais. C'est déjà la couleur de l'amour. Tu vois. C'est un hasard, pur hasard. Non, c'est subliminal. C'est vrai? Ah bon? Il y avait plusieurs tenues, vous avez dit, ah non, je vais prendre là. Non, ça oui, va pas, c'est le message vrai, était mais déjà j'aime bien le installé. rouge, en fait, à la base. Bon, Ouais, c'est j'aime vrai. bien la couleur, ouais. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'y crois pas. Comme ça, c'est clair. Je sais pas pourquoi je m'en doutais un peu. Non, mais c'est juste que bon, voilà, le 14 février, je sais pas qui a décrété ça. C'est toute l'année? Toute l'année. Toute l'année, tous les Vous jours. célébrez l'amour, vous shinez l'amour toute l'année. You know what I'm saying? Yeah. Fais pas exprès. Chacun son point de vue, il n'y a pas de souci, mais c'est comme... C'est quoi? Non, c'est pas un débat, hein. Non, mais c'est Oui, juste mais- pour enchérir, pour Oui. dire qu'en fait, c'est comme aussi, on peut très bien dire qu'on ne croit pas au jour anniversaire, la c'est célébration ça, d'anniversaire, par exemple. Ce serait donc toute l'année qu'on célébrerait l'anniversaire, ou alors on ne croit même pas au fait de marquer d'une pierre blanche le jour de la nativité des uns et des autres. Donc on célèbre la vie tout le long de la vie, mais bon, voilà, on décide de prendre un jour pour faire des symboles, c'est tout, mais bon, après... Moi, j'aime pas trop les symboles, en fait. Moi, c'est la tournure que j'ai pas aimée, en fait. Ça devient de plus en plus commercial, Ouais, de c'est plus en ça. plus tendance. C'est Et ça. pour moi, ça enlève quand même le charme. Et puis, il y a des personnes qui, célibataires, une semaine avant, veulent absolument être en couple parce qu'elles ont peur. C'est C'est Brice, c'est déprimant, ton cas? Après, moi, Est-ce que c'est ton cas? Ça va, tu peux continuer. Petite question vous a posée, vous êtes dessus. Bon, je crois qu'on aura toute la semaine pour en débattre et réfléchir à la question. Bon, allez, on va démarrer avec ce qui fait notre quotidien. Ça, on y croit. Nous sommes vraiment les points saillants de l'information, c'est dans le Live Actu. Bon. demain, tu as donné nos avions. Ouais, c'est clair, non, c'est fini. Alors, on aborde la question de la TNT avec cette extinction progressive du signal analogique pour faire place, donc je disais, à la TNT. On en parle avec vous, Serge? Oui, alors justement, on nous avait dit ici et donné l'information selon laquelle on aurait eu un passage à la TNT
à une certaine date butoir, mais aujourd'hui on nous parle d'extinction progressive du signal analogique pour faire place à la TNT. Alors on va juste faire l'état donc de ce fait-là et en débattre, je pense, demain lorsque nous aurons sur ce plateau, et si je ne m'abuse, je peux me permettre de le dire, le ministre de tutelle. Donc c'est sortir donc de la conférence de presse que le porte-parole du gouvernement, donc aujourd'hui lundi 8 février, nous a donné cette nouvelle. Donc le premier émetteur numérique allumé le 8 février 2019, ça fait donc un an, au Centre national d'exploitation CNE d'Abobo. Et partant de ce postulat, à ce jour, plus de 72% du territoire national est couvert par la TNT. Au 30 janvier 2021, le signal émetteur de la télévision analogique a été éteint dans la région du Poro, c'est dans le nord à Korogo. Toutes les villes situées dans un rayon de 50 km de Korogo ont basculé totalement à la TNT depuis le 30 janvier 2021. Dans cette zone, le taux de pénétration de la TNT dans les ménages est de l'ordre de 80%, ce qui est quand même pas mal. Donc on va dire que c'est vraiment la zone test pour cette pénétration de la TNT là. Donc la région de la Maraoué qui enregistre un taux de pénétration satisfaisant suivra celle du Poro. On va revenir, Serge, sur les raisons qui guident cette extinction-là. Pour nous en parler un tout petit peu. Alors, comme je vous l'ai dit, parce que je pense que je vous connais très bien, en termes de propos, on recevra ici la personne ressource qui est le ministère de tutelle et à qui vous poserez toutes les questions pour éclairer nos différentes lanternes. Oui. Mais si je peux poursuivre, en fait, dans les trois critères qui guident l'extinction du signal analogique, dont vous parliez à l'instant, il y a justement, pour revenir sur l'exemple notamment des régions du Poro et tout, il y a la zone de couverture de la TNT. D'accord. Donc de la région concernée qui doit être supérieure à celle de l'analogie, ce qui est tout à fait normal. Je pense que si on est présent à plus de 60 à 50%, donc on couvre beaucoup plus au niveau de la TNT sur analogie, on basculera. L'implication des autorités locales et leaders en ce qui concerne la sensibilisation dans la campagne de communication de l'extinction du signal analogique doit être effective. Parce que les habitudes ont la peau dure. Hein. Quelle habitude? On parle d'une habitude depuis 1960, 1900 par là. C'est quand même un peu chaud de changer des habitudes comme ça, donc il faut vraiment communiquer. Et le troisième point, c'est la disponibilité des équipements de réception, antennes et décodeurs dans la région qui doit être avérée. Mais comme je vous le disais, ces points-là qui pour moi, c'est vrai qu'on les donne, mais on a besoin d'avoir un peu plus de renseignements sur ces différents points-là, et demain on aura le ministre du tutelle qui pourra nous renseigner là-dessus. Merci beaucoup Serge. Merci. En tout cas, moi je sais que je me souviens qu'en ce qui concerne l'extinction progressive, on nous avait expliqué justement sur ce plateau que c'est comme ça que ça allait se passer. Parce qu'ils ne pouvaient pas juste complètement éteindre le signal partout, justement pour ces différentes raisons. La disponibilité de la TNT dans toutes les régions, la disponibilité des équipements, la possibilité d'acheter les équipements aussi, et puis l'information, la communication. Ben, je vais faire confiance à votre mémoire, parce que nous, ce qu'on avait entendu, c'est que le 31 janvier, on éteint. Non, moi personnellement, je me souviens qu'il y avait le message, il avait expliqué que ça allait quand même être progressif. C'est un peu comme le mot... Ouais, je sais pas, ouais. Un peu comme la législative, On va toujours donner un délai, puis après donner quand même un délai d'adaptation, etc. Mais je trouve déjà que pour moi, après un an, 80% de taux de pénétration dans le territoire national, c'est excellent. Et 20%... pour moi, franchement, dans le contexte social qu'on connaît, surtout en Afrique, pour moi, c'est excellent. Et après, faire basculer les 20% qui restent de la population, pour moi, je veux dire... Ça peut se faire de manière progressive, et si après il y a cette contrainte-là d'extinction définitive, je pense que ça réglera le problème, mais on a eu quand même un an pour pouvoir passer d'un système à un autre. Après, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique bien ce concept de pénétration de 72%, ou plus de 72% du territoire national couvert par la TNT. Après, ça pose peut-être la prochaine question, c'est vrai que c'est couvert. Est-ce que les gens, naturellement, ont ce réflexe-là de basculer eux-mêmes dans leur tête? C'est ce que je disais, la communication. Plus on en parle, et plus ces gens sont... Autant pour moi, j'ai entendu 80%, donc c'est 72%. 80%, c'est dans la région du Poro. Ah, ok. Sinon, d'accord. Ça, c'est à Korogo. Globalement, c'est Globalement, sur l'étendue du territoire, c'est plus de 72%. Mais donc, on est quand même dans la fourchette. On peut se rapprocher de vos 80%.
On aborde un autre point, toujours en Côte d'Ivoire, cette fois c'est l'éducation nationale. On parle de ce fameux rapport PASEC, qui n'est vraiment pas sec du tout. Ah non, moi, je dirais qu'il est mouillé, ce Le jeu de mots, très bien. Et voilà, donc réaction du ministère de tutelle, on en parle. Et on l'attendait cette réaction-là, bah, c'est pas fait attendre, enfin un tout petit peu quand même. Oui, un tout petit peu, Brice, et on va y revenir. Et pour le rappel des faits, on ne va pas rentrer dans les détails. Le rapport 2019, il faut le préciser, sort tous les 5 ans. D'accord. Et dans ce rapport-là, il a été évoqué un faible niveau en mathématiques, en langue et en lecture, avec des chiffres juste alarmants. On en a parlé mardi dernier. Et les raisons qui ont été évoquées dans ce rapport-là, c'est le niveau faible des infrastructures, au niveau des établissements, la faible proportion des écoles ayant institué un système d'encouragement des meilleurs élèves et enfin le manque de suivi à la maison. Le ministère de tutelle, en l'occurrence donc le ministère de l'Éducation nationale, a fait une sortie et il est important de préciser, Brice, que le rapport a été rendu public chronologiquement, je reviens sur les faits, le rapport a été rendu public en décembre. Plus de 5 semaines plus tard, nous sommes le 21 décembre justement, plus de 5 semaines plus tard. En début février, ça commence à s'ébruiter, on en parle. On en a parlé mardi dernier et le ministre a attendu à peu près 5 jours pour réagir ce dimanche. Donc dimanche, le ministère a réagi via sa page officielle Facebook, qui n'est pas forcément un canal officiel. Il y a également aussi, on n'a pas eu de communiqué et la ministre de tutelle n'a pas réagi. Le ministère a réagi via 2 personnes qui ont pris la parole. Désiré Kofi, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, et point focal PASEC, et qui est directeur en charge de la mesure du niveau des élèves, et Kabian Assoumou, qui est directeur de cabinet de ce ministère-là. Donc, cette vidéo a été faite pour apporter des précisions selon ces 2 personnalités-là, des précisions sur la nature et les objectifs de ce rapport. Monsieur Kofi a préféré parler de progrès substantielle à la place d'insuffisance notoire. Et il a préféré voir, moi, ce que j'ai constaté, il a préféré voir le verre à moitié plein. D'accord. Et les mots progrès, progression, évolution ont beaucoup été utilisés. Et il invite justement l'opinion publique à lire et à se faire sa propre idée sur la situation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Monsieur Kabian Assoumou a quant à lui rappelé que la Côte d'Ivoire est le pays en Afrique francophone qui investit le plus dans l'éducation nationale et qui recrute le plus d'instituteurs. Et j'aimerais inviter les téléspectateurs justement à suivre cet extrait. Absolument, il y a un extrait à voir que vous avez choisi, morceau choisi en tout cas, oui. On va regarder. Il se trouve que dans la sous-région, dans l'espace francophone de PASEC, la Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. C'est le pays où on assiste à un recrutement massif d'enseignants. C'est le pays où on a le plus gros niveau d'investissement en termes de construction, en termes d'équipement de nos écoles. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère fait sa part. Mais là où nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent laisse à désirer. En réalité, pour qu'un élève réussisse, il y a 2 facteurs de façon principale. Il y a devant lui, il y a le guide, c'est-à-dire le maître. C'est lui qui indique à cet enfant, en fonction de son niveau de performance, la voie idoine pour que cet enfant puisse se réaliser dans la vie. Mais derrière lui, il y a le contrefort familial. C'est la cellule familiale qui encadre cet enfant-là quand il sort de l'école. Parce que n'oublions pas que chaque enfant a 2 statuts. Il est d'abord l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une famille, et quand il arrive à l'école, il endosse le 2e statut, celui d'élève. Le côté enfant devrait être un peu mieux regardé que ce que nous faisons, parce qu'il faut absolument que les parents veillent à l'encadrement, au suivi
du travail de leurs enfants à la maison. Donc, on a vu, en résumé, le ministère de l'Éducation nationale pense que tout va très bien. Au contraire, la Côte d'Ivoire a progressé. Il n'y a aucun moment où on a quand même parlé du niveau de l'éducation, des faits, des chiffres qui ont été quand même publiés par ce rapport-là, qui sont des chiffres avérés. Tout se passerait, le problème se situerait exclusivement au niveau des familles et des parents qui devraient mieux suivre les enfants à l'école. En sachant que les parents ne sont pas forcément outillés en matière d'éducation pour accompagner leurs enfants. Si ces parents ne sont pas outillés, même, je veux dire, en termes d'éducation, en termes de diplôme, etc., financièrement, tous les parents n'ont pas les moyens de faire suivre leurs enfants par des répétiteurs. Mais il y a également, vous en parlez, c'est vrai, mais il faut revenir aussi sur le fait que ce que M. Cablion, c'est ce qu'il il essayait de nous dire également, c'est que, en plus, et ça a toujours été le cas, hein, en plus du travail que l'instituteur, le professeur, il réalise, les parents ne devraient pas abandonner ce travail-là lorsque les enfants arrivent à la maison. Oui, donc je veux dire, après on parle de responsabilité, mais il y a également de cheminement, de process. Non, mais ça on est tout à fait d'accord dessus, mais que ce soit une sortie, je dirais, officielle, comme ça, où vous avez un rapport qui tire à boulet rouge sur l'éducation, sur l'éducation nationale du pays, donc le ministère de tutelle est au centre de cette polémique-là. Quand vous sortez pour faire une sortie officielle, vous ne balayez pas du revers de la main tout de suite votre responsabilité en la mettant sur les parents. Non, moi je trouve pas ça très responsable, très franchement. D'autant plus qu'on sait très bien que notre système éducatif ne fonctionne pas bien. On le dit ici sur ce plateau depuis bien longtemps. On a commencé même cette saison avec le budget de gouvernance de ce pays-là, où on a vu le budget alloué à l'éducation nationale qui a baissé, même si on nous dit que c'est un des budgets les plus importants donc, de la sous-région. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce rapport-là, en 2014, a déjà sonné la sonnette d'alarme pour dire attention, au niveau des mathématiques et en lecture, les enfants ivoiriens n'étaient pas top. En 2019, on se retrouve à être avant-dernier. Mais qu'est-ce qu'on va venir nous dire que oui, il faut plutôt regarder la moyenne plutôt que le classement? Franchement, c'est un manque de responsabilité totale. Il faut laisser tomber les égos de côté, regarder véritablement ce qui ne fonctionne pas, regarder la déclaration de M. Andjou, le secrétaire général du plus vieux syndicat de l'école primaire publique en Côte d'Ivoire, qui disait qu'effectivement, c'est une honte pour le pays de recevoir ce genre de rapport-là. Mais les problèmes, ils existent vraiment. Si vous prenez au niveau de la formation, donc ceux qui forment les enfants. La formation des formateurs. Les formateurs eux-mêmes, ils sont recrutés. Aujourd'hui, ils sont recrutés en fonction, enfin, ils sont payés, recrutés en fonction du BEPC, le niveau BEPC. C'est avec ce niveau-là qu'on les paye. Pourtant, il y en a qui ont des licences, mais qui touchent aujourd'hui un salaire de niveau BEPC. Donc, ça crée des frustrations déjà à ce niveau-là. Au niveau pécunier, déjà, quelqu'un qui forme quelqu'un, je veux dire, c'est un sacerdoce ce métier-là. Quand vous n'êtes pas déjà rémunéré, même si c'est un sacerdoce, mais au moins à la hauteur de ce que vous apportez pour ce pays-là, c'est normal que vous ne fassiez pas forcément bien votre travail. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Rabia, je reviens à vous, Rabia. Oui, en fait, moi, cette sortie-là a créé en moi un sentiment de tristesse. Je n'étais pas en colère, j'ai juste pas compris pourquoi aujourd'hui, ce rapport qui sort met en évidence une insuffisance extraordinaire et pour moi un danger imminent pour moi parce que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et qu'aujourd'hui l'institution qui est en charge d'améliorer les choses n'ait pas pris le temps de se poser, de constater effectivement que même s'il y a des progrès, ce n'est pas suffisant et que les problèmes sont là et que ne se concerte pas ou en tout cas n'essaie pas de réfléchir pour apporter des solutions ou bien au moins promettre à la population que des solutions sont en train d'être préparées. Le sentiment que ça éveille en vous, vous en parlez tout à l'heure, vous avez parlé de sentiment de tristesse, vous avez l'impression que le ministère n'avait pas pris en compte le fait qu'il y ait de vrais problèmes au niveau de l'éducation nationale. Exactement, comme une sorte de déni en fait. C'est comme une sorte de déni, ça manque de responsabilité. Et puis moi je trouve surtout dommage de pointer le doigt sur les parents. Mais je crois que dans le rapport également, on disait que les parents devaient, dans les recommandations, le rapport, on indexait effectivement les parents. C'est le dernier point, c'est pas le premier point, c'est le dernier. De toute façon, ça fait partie de l'éducation. Mais de là à dire que c'est la faute des parents, quelque part,
c'est huge. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas la possibilité, comme elle disait, qui ne sont pas outillés à pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants. Il y en a qui ne savent même pas lire ou écrire. Mais sur ce même plateau-là, par contre, c'est bien qu'on en parle comme ça, mais sur ce même plateau-là, disons ici le fait qu'on avait même, on est allé jusqu'à même indexer la responsabilité des propres élèves quand ils se donnent des congés et tout ça. Il y a un bilan à faire. Il y a un bilan à faire. Voilà, donc là, il n'y a pas que le au niveau de l'éducation nationale, moi je trouve, regarde, quand je parlais de formation, regardez par exemple les rappels. Parce que ça, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Je veux dire, les enseignants, c'est la motivation. La motivation, c'est l'argent, c'est le salaire, c'est pour ça qu'on travaille. Même si c'est un sincère de ce métier-là. Mais regardez le nombre de grèves que vous avez sur l'année, ne serait-ce que ces 10 dernières années au niveau des enseignants, au niveau du corps enseignant. Les rappels qu'on fait pour les enseignants qui sortent du CAFOP après 3 ans, quand ils sont en fin de formation et 2 ans quand ils sont sur le terrain. Donc ça fait 5 ans, ils attendent 5 ans avant d'avoir leur salaire. Vous êtes sérieux ? 5 ans avant d'avoir leur salaire, ça c'est à revoir. Ça c'est à revoir. Le niveau de recrutement, en 1981, on recrutait des enseignants dans ce pays-là avec le niveau bac. 30 ans après, on recrute encore avec le niveau BEPC. Ça, c'est à revoir. Et ça, c'est un véritable problème dont vous devez parler aujourd'hui et non plutôt de mettre le doigt accusateur sur les parents. Il y a plein de choses qu'il faut revoir dans ce système-là, dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut mettre son ego de côté pour pouvoir s'asseoir et discuter. En tout cas, ça, c'était une communication de crise qui n'a pas été faite pour moi de manière optimale. Quand on a un problème comme ça et qu'on est indexé du doigt, quand on fait une sortie, c'est pour dire, OK, il y a eu des progrès, mais on sait qu'il y a eu des problèmes et nous reviendrons vers vous. Des rencontres, des concertations sont en train d'être faites pour apporter des solutions et régler ce problème. Brief, si tu permets, j'ai juste envie de revenir sur un point. On parle d'une faible proportion d'écoles ayant institué un système d'encouragement des meilleurs élèves. Moi, ça m'a interpellée parce que forcément, il y a des meilleurs élèves, mais les élèves qui sont moins bons, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Ils sont condamnés, alors qu'on sait qu'à notre époque, quand on sait qu'on a des insuffisances, on nous retient à ce qu'on appelait, au Sénégal en tout cas, les études. L'après-midi, on vient et on renforce nos capacités. Sur ce point, je pense que l'idée, c'est d'encourager les meilleurs pour que les autres soient motivés en se disant on encourage les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté ceux qui ne sont pas bons, mais on dit ceux qui travaillent bien, en les encourageant, ça peut aider, ça peut déclencher quelque chose dans la tête de ceux qui sont bons. En général, ça ne se passe pas comme ça en classe. En classe, quand l'élève n'est pas bon, on le met à l'arrière. On nous disait, si ton frère, si l'un d'entre vous à la maison a une très bonne note, c'est à lui peut-être qu'on fait des cadeaux. Donc de sorte que vous puissiez vous sentir blessé, fouetté dans votre orgueil et vous puissiez faire des efforts pour obtenir ces cadeaux. Moi, je veux revenir sur le fond en lui-même. Je veux dire, les différents systèmes d'éducation qui se sont succédés dans ce pays et qui continuent de se succéder dans ce pays ne reflètent pas la réalité du terrain. C'est généralement des systèmes d'éducation qui sont copiés ailleurs, notamment au Canada ou en France. On en a eu plein qui se sont succédés. Regardez les changements d'édition et des livres au programme scolaire. Mais à quel moment est-ce qu'on s'est assis pour faire le bilan de tous ces systèmes éducatifs pour savoir s'ils fonctionnent véritablement en Côte d'Ivoire ici? Il y a eu des rencontres, il y a eu des tentatives de réforme, sinon même des réformes. Et puis on se rend compte effectivement qu'il y a des insuffisances. Là, on est d'accord là-dessus. Il faut vraiment réfléchir sur une réforme de l'éducation nationale. Les états généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, il faut qu'on les fasse et qu'on s'asseye pour discuter. Mais après, Gris, franchement, moi, par contre, j'aurais... Ça me tient à... votre mot de fin. Mon mot de la fin, ça me tient à cœur en tant qu'auteur. Dans tous les cas, même si c'est vrai qu'on doit travailler sur la partie logistique, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'heure aussi pour nous de sensibiliser les parents à la maison. Faites lire vos enfants. Toutes mes capacités, mes progrès en lecture et en dictée, je les dois à mes parents parce que moi, on me faisait 3 dictées pour que j'aille jouer au foot. Il fallait que j'ai moins de foot. La dictée, où est-ce qu'elle est ? S'il vous plaît. Est-ce qu'on en parle de la dictée dans l'éducation nationale? Il y a des parents qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui n'ont pas des personnes à proximité qui peuvent les aider. Il y a des process, il y a des bibliothèques à l'école. Tu imposes à ton enfant un livre par semaine. Les écoles, en fait, c'est tout ça. Même s'il n'y a pas des bibliothèques dans les écoles, il y a des bibliothèques dans les communes, il y a des bibliothèques un peu partout. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit juste d'avoir la petite motivation pour dire à ton enfant. Il faut avoir l'information d'abord. D'accord. Si on a l'information, je pense que c'est ça. Moi, je m'adresse à ceux qui ont l'information. Pardon, faites lire vos enfants à la maison. C'est important.
Faites lire vos enfants à la maison. Yes. C'est au moins la base, quoi. Après, on aura Voilà. un début de solution peut-être à tous les problèmes qui vont Ok. venir. Donc il y a 3 responsabilités. Le ministère doit prendre en compte ses responsabilités. Exactement. Les parents et d'élèves. puis les parents aussi, et même les Les élèves. enfants, voilà. Arrêtez de se donner les congés aussi. 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute. Ouais, ça c'est dans le projet. 82. Ça mérite réflexion. Yes. Sophie Aïda, Oui. pardonnez-moi, vous avez 2 minutes pour nous parler de votre Tout ça, c'est à actu. cause de Rabia. Diallo. Non, C'est à mais cause de la après- lecture et de Après, c'est l'éducation très nationale. expéditif en même temps. Ouais, pour je sais, ce qui je est sais. de la CAF Je sais. et de- Oui, Allez-y, alors oui, donc la Casa de la CAF continue et c'est la douche froide pour le malgache Ahmad Ahmad qui voit sa candidature à l'élection à la présidence de la CAF renvoyée à la FIFA. Alors, souvenons-nous que fin 2020, il avait été accusé de détournement de fonds et puis avait été suspendu de ses fonctions pour une durée de 5 ans par le comité d'éthique de la FIFA. Il n'était pas normalement censé pouvoir se présenter à l'élection du prochain président de la FIFA qui aura lieu le 12 mars 2021. Mais Ahmad Ahmad a donc saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport, en fin janvier 2021. En attendant de rendre sa décision finale, le TAS a donc suspendu les sanctions à l'encontre d'Ahmad Ahmad qu'avait prononcé la FIFA. Alors le président de la CAF retrouve donc son poste et demande le réexamen de son cas relativement à la prochaine élection du 12 mars. Mais le 5 février 2021, la commission de gouvernance de la CAF déclare le malgache Ahmad éligible donc au poste de présidence de la CAF. Mais il sera pris à contre-pied par le comité exécutif de la CAF, l'instance à qui revient donc le dernier mot. Et selon eux, c'est à la FIFA de décider du sort du président actuel de la CAF pour ce qui est des élections à la présidence. Alors l'audience de l'affaire Ahmad Ahmad devant le TAS aura lieu le 2 mars 2021 et la formation arbitrale du TAS prévoit rendre sa sentence peu après ce jour-là, soit avant le 12 mars 2021 pour lui permettre de pouvoir participer à l'élection. Mais rappelons que l'élection donc aura lieu le 12 mars et puis que depuis le 26 janvier 2021, la FIFA a validé les candidatures de 4 prétendants au fauteuil de la présidence de la CAF, notamment l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmad Yahya et le meilleur ami de Serge Kouachi, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le milliardaire. Voilà, donc ces derniers sont déjà sur le terrain et multiplient, on va dire, les opérations de charme à travers l'Afrique. Mon candidat, c'est M. Anoma. Bien sûr, mais Voilà. on sait. On sait. C'était ironique. C'est votre meilleur ami, que c'est C'était votre meilleur ironique. ami. C'est bien que vous le sentez. Après, j'aimerais bien. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, j'aimerais bien. J'imagine. En tout cas, je continue à suivre le dossier. Merci et je beaucoup, vous reviendrai. Et je pourrais développer mon sujet sans que Rabia Diallo... Non, je rigole. Très bien, très bien. Merci Sophie C'est Aïda. taquine. Merci Thank beaucoup. you. J'aurais fait, si je devais lancer les lifeuses, c'est à ce moment-là que Ahmad Ahmad va peut-être se présenter à cette élection. On en saura plus dans le prochain épisode. Merci. Bon, alors, là, il y a Mike qui est en train de me dire un truc dans l'oreillette. En fait, à un moment donné, il faut que je lui parle à Mike. Alors, elle m'a rappelé, de vous rappeler que le temps imparti n'est pas celui de Rabia Diallo. Bon, enfin, plus sérieusement, on parlait tout à l'heure d'éducation, de dossier d'éducation. Pour nous, entre les propos, entre la spéculation, entre les interprétations et l'analyse, pour nous en tout cas, c'est une invitation qu'on lance à Madame la Ministre ou à un de ses collaborateurs pour être sur ce plateau-là, pour certainement nous donner des détails sur les informations qu'on a peut-être pas, et rassurer les parents, les uns et les autres, donner sa part de vérité éventuellement. Donc Madame la Ministre, respectueusement, vous et vos collaborateurs, en tout cas c'est une invitation que nous vous lançons. De toute façon, il y a des courriers qui vont suivre. Merci. C'est déjà fait, je pense. Le 6 février, en plus d'être mon anniversaire, est un jour marquant. Donc, en tout cas, il marque la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est une pratique toujours en cours dans certaines de nos régions. Et pour traiter de ce sujet, et de ce dossier assez difficile, nous recevons ce soir le sociologue expert en genre, Gisèle Koulibaly, et la journaliste Oussama Roxane. Bonsoir, madame.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être tous les deux sur notre plateau. On parle de mutilation génitale féminine. Après, on ne sait pas si elle existe en version masculine, cette précision-là. Mais en tout cas, déjà, est-ce qu'on peut présenter la situation à nos téléspectateurs et parler un tout petit peu des conséquences sur les victimes, un tout petit peu. On en parle avec vous, Monsieur Koulibaly. Merci. C'est vrai que nous allons aborder la problématique de la lutte contre les mutilations génitales féminines, mais il faut dresser le tableau des VBG de façon générale. Si on se réfère aux statistiques officielles de 2019, VBG. les violences basées sur le genre. Très bien. Donc si on se réfère aux statistiques de 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 3157 cas de violences basées sur le genre qui se répartissent comme suit. On a pu enregistrer 30% de cas de déni de ressources, d'opportunités et de services, 26% de cas de violences physiques, donc coups et blessures, 21% de cas de viol, vous avez 16% de cas de violences psychologiques et émotionnelles, 4% d'agressions sexuelles et 3% de mariage forcé. Alors si on revient sur la prévalence au niveau national des MGF, couramment appelés excisions, selon le MIX 5 de 2016, nous enregistrons officiellement en Côte d'Ivoire 36,7% de cas de MGF en Côte d'Ivoire. Mais attention, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, puisque déjà en 2012, on était autour de 38%, donc 38%, 36%, 0,7%, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais peut-être qu'il faut qu'on revienne sur la définition. Exactement. Ouais, parce que vous avez parlé d'excision, mais de plus en plus, on parle plutôt de mutilation génitale féminine. Alors, disons que si on se réfère à l'OMS, l'excision ou les mutilations génitales féminines, ce sont des pratiques qui aboutissent à l'ablation partielle ou totale du clitoris, des lèvres, et finalement qui constituent une atteinte à l'intégrité physique de la femme. C'est un crime et c'est une pratique traditionnelle néfaste. Donc rapidement, succinctement définie, voilà ce que je peux dire. Très bien. Madame Sama, moi je voulais savoir quels sont les différents types de mutilations qui existent et quelles sont leurs conséquences physiques et morales sur les victimes. Parce que je sais que vous êtes malheureusement passé par là, vous êtes victime de ces pratiques-là. Si vous pouvez partager un petit peu avec nous. Voilà, peut-être mon expérience, parce que je ne peux pas dire avec exactitude le nombre de D'accord. Monsieur, je me tournais plutôt vers monsieur Koulibaly. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Sophie Aïda? Les différents types de mutilations. Oui, officiellement, il y a 4 types. D'accord. 4 types de mutilations génitales féminines. Nous avons le type 1, qui consiste à l'ablation partielle ou totale, non, vous en parlez tout à l'heure, juste du clitoris et du prépuce. Mais lorsqu'on regarde la deuxième forme, elle est encore plus dangereuse parce qu'on procède à l'ablation du clitoris, mais également des lèvres, des petites lèvres et pas les grandes lèvres. Très bien. Et quand on évolue au fur et à mesure, voilà. Tout ça sans assistance médicale, sans anesthésie. Oui, mais puisque ce n'est pas à des fins thérapeutiques, donc c'est un crime, c'est une atteinte à l'intégrité physique de la femme. Donc je parlais des conséquences physiques et morales. Selon vous, enfin, de par votre expérience, quelles ont été ces conséquences? Alors déjà, il faut rappeler que Madame Osama Oxon, vous avez vécu cette pratique-là malheureusement, où vous, Sophie le disait, vous êtes passée par là entre 5 et 6 ans. Et votre témoignage est important sur ce plateau aujourd'hui. La question de Sophie, c'était déjà l'état d'esprit lorsque vous l'avez vécu, après l'avoir vécu, aujourd'hui, quelles sont les conséquences peut-être que cette pratique-là a eu sur vous physiquement et moralement? D'accord. Il faut dire que c'était entre 5 et 6 ans. J'étais très gamine, je ne peux pas me rappeler avec exactitude l'âge exact. Voilà. Je ne partais pas encore à l'école. Donc j'étais la petite fille qui accompagnait la mère et tout. Il faut dire que c'est avec maman que ça s'est passé. C'est elle qui m'a accompagnée là-bas. C'est elle qui a voulu le faire. Voilà. Je ne sais pas si je dois raconter comment ça s'est passé. Ce serait très bien, allez-y. Ok, donc voilà, c'était dans un petit village, dans un petit village auprès de la ville là où nous vivions en fait. Nous sommes arrivés, c'était
En vacances, je crois, parce qu'on était plein de petites filles, on était une vingtaine de petites filles. On nous disait, dans notre langue, c'est... Vous allez devenir femme? Non, non, pas du tout. On vous en parle même pas, en fait. On vous dit, on vous fait croire que vous partez à la chasse. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a dit. Vous allez aller tuer un éléphant et tout. Bon, dans ma région, il n'y a pas d'éléphant. Eux, à cet âge-là... Vous avez 5 ans, on ne peut pas le savoir. Non, bon, quand je dis il n'y a pas d'éléphant, c'est maintenant que je sais qu'il n'y a pas d'éléphant là-bas. Sinon, à cet âge-là, tu n'as jamais vu un éléphant. On te dit tu vas tuer un éléphant, tu n'imagines même pas la corpulence de l'éléphant en fait. Donc on vous dit voilà tout. Quand vous arrivez, on vous fait asseoir par terre. On vous demande de fermer les yeux par exemple. Quand on vous demande de fermer les yeux, bon moi je suis de nature très curieuse. Mes autres copines peut-être ont fermé les yeux, mais moi j'avais pas fermé les yeux. J'ai vu tout ce que je ne devais pas voir. Le sang, les couteaux. Et la personne qui allait me faire passer à cet acte-là, je connaissais la personne. Donc, je l'appelais à l'aide, alors que c'était elle-même qui devait faire. Donc, du coup, je ne sais plus ce qui s'est passé. Quand je me réveillais... La douleur était très forte, vous avez quasiment perdu connaissance. Je ne me rappelle plus tellement de la douleur. Je sais que je criais. Je me suis réveillée peut-être 5 heures ou 6 heures après, auprès de ma mère. Auprès de ma mère, j'avais des brûlures. Mon cas était un peu spécifique parce que j'ai plus duré là, plus que les autres filles. Dans le village, je veux dire. On les préparait plus ou moins à cette fameuse chasse, non? Non, pas vraiment. Quand je dis, je pense que j'ai eu des complications. Voilà, je pense qu'après tout ça, j'ai eu des complications. Donc, les autres petites filles, elles sont rentrées chez elles, mais moi, je suis restée plus longtemps, en fait. Si je devais passer une semaine, j'ai pratiquement passé peut-être 2 semaines. Même quand on est arrivé à la maison, c'était encore compliqué parce que je saignais. Maman me rassurait que vraiment ça allait aller et qu'il fallait que je... Bon, elle me faisait croire que c'était une simple blessure parce que je ne peux pas me rappeler. Je pense que quand même que En tout cas, vous avez été profondément marqué par la scène, par la douleur. Et alors, aujourd'hui, sur le plan physique, est-ce que ça a toujours un impact sur vous? Effectivement, sur le plan physique, j'ai toujours des... On va dire psychologique et sentimental, hein, surtout dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Sur le plan physique, j'ai toujours des petites infections, par exemple. Ça demande beaucoup plus d'attention. Effectivement, je suis tout le temps en train de me soigner, de façon gynécologique. Voilà. Psychologiquement, chaque fois que vous voyez quelqu'un se rapprocher de vous, il y a une petite forme de traumatisme que vous vivez? Oui, au début, mais je suis arrivée à ne plus pleurer parce que je me suis dit qu'il va falloir que j'arrête de pleurer et que je prenne la lutte pour moi. Elles sont nombreuses comme ça, ces femmes qui vivent un peu la situation de madame? Oui, elles sont nombreuses parce que les cas qui sont rapportés sont marginaux. Parce que vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et même en Afrique, nous vivons dans des sociétés secrètes, dans des sociétés où la culture du silence est une norme. Elle a dit qu'elles étaient une vingtaine de petites filles. Voilà. Il y a qu'elles peut-être qui en témoignent aujourd'hui. Voilà, 19 personnes souffrent en silence. Oui, mais justement, elle accepte de venir au devant pour pouvoir sensibiliser les autres. Mais quand vous prenez seulement la Côte d'Ivoire en termes de cartographie, nous avons l'excision qui est beaucoup pratiquée au nord de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et même au nord-ouest où on a des pics de plus de 50%. Parce que ça fait partie d'une forme de rituel traditionnel qui serait inscrit dans oui, mais c'est une institution. L'excision est une institution. Pourquoi précisément dans ces deux parties-là? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux parties? Oui, mais non, parce que sociologiquement, dans leur... ouais. Non, mais en fait, si vous voulez, dans le jeu de la régulation sociale ou des rapports sociaux hommes et femmes, on vous dit par exemple que vous allez à une cérémonie festive, c'est ce qu'on vous fait croire, et lorsque vous allez à cette cérémonie, c'est une éducation. On vous transmet des valeurs.
Par exemple, une fois que tu passes par ces rituels, ton statut change. On te reconnaît désormais comme femme. Ça veut dire qu'on ne naît pas femme. Simone de Beauvoir, juste en 1949, on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire, quand tu es passé par ce rituel, la société, la communauté te reconnaît, parce que lorsque tu n'es pas passé par le rituel de l'excision, par exemple, tu es l'objet de stigmatisation. Dans ces régions. Dans ces régions. Voilà, pour certaines cultures en tout cas. Pour certaines cultures, tu es victime de raillerie, et quand tu passes, quand on te dit tchourou, le tchourou veut dire simplement que tu as un clitoris qui est long. Donc, si la perception qu'on a d'une personne qui n'est pas excisée, c'est d'avoir un clitoris qui est long et donc tu es objet de rejet, regardez comment la victime va se sentir. Et donc pour nous, attention, c'est une pratique traditionnelle néfaste. Le but de cette pratique, c'est quoi? Quand ils le font, c'est pourquoi? Alors, c'est ce que disait tout à l'heure, M. Coulibaly. Je veux savoir qu'est-ce qu'il justifie? Comment est-ce qu'il justifie? Je vous donne ce qui justifie. Vous savez que quand on est dans la société, dans ce jeu d'équilibre des rapports, vous savez qu'il y a les normes qui régulent tout cela, mais c'est l'infidélité. Lorsqu'on ne souhaite pas que la femme soit infidèle et qu'elle puisse aller au premier venu, la pratique qu'on a trouvée, c'est de l'exciser pour réduire son plaisir. Et donc, dans le jeu de la régulation, ça permet de protéger le foyer. Et donc, c'est des arguments qui sont avancés pour stabiliser et équilibrer les rapports. Moi, j'ai juste envie de revenir sur les émotions qu'elle a pu ressentir. Vous n'avez pas été préparé psychologiquement. Vous ne saviez pas vers quoi vous alliez aller. Vous aviez 5 ans, 6 ans. Et vous partez avec la personne en laquelle vous avez le plus confiance au monde. Et face à vous, vous avez une femme en laquelle vous avez également confiance qui vous fait subir ça. Après cela... Comment avez-vous vécu ça? Est-ce que vous l'avez vécu comme une trahison, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ça a joué après sur vos rapports de confiance que vous aviez avec votre maman? Voilà. Avec maman, il faut dire que je n'ai pas tout de suite su que c'était... Je manquais de quelque chose, en fait. Je n'ai pas tout de suite su que c'était l'excision qui avait été pratiquée. Quand j'ai commencé à aller à l'école, au fur et à mesure que j'avançais à l'école, je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui me manquait. Parce qu'à l'époque, on vous avait peut-être fait croire que c'était normal ce qui venait se produire. Vu que toutes les autres petites filles avaient vécu ça, en fait, dans votre tête, c'était peut-être normal. Elle ne peut pas expliquer peut-être ce qui s'était passé. Oui, je veux dire que je pensais que j'étais normale, puisque j'étais dans mon environnement, nous toutes, on avait ça. Alors, quand il faut dire que j'habitais avec ma mère, elle était mère célibataire. Donc, quand je suis arrivée chez mon père, on a changé de ville. Donc, je découvre la nullité de mes copines. Je trouve que il me manque quelque chose. Donc, j'essaie de regarder. Et au fur et à mesure que j'avançais à l'école, je lisais beaucoup. J'ai lu le Cœur rebelle de Fatou Keïta. Je ne sais pas si vous avez lu. Cœur rebelle de Fatou Keïta, c'était le déclic, en fait. C'est ce qui a permis je l'ai lu plusieurs fois, a permis de savoir que, attention, que j'ai vécu... Donc, tout le film que j'ai raconté se rapproche de ce qu'on est en train de décrire dans le livre. À me revenir, voilà, à commencer à me revenir. Donc, j'en ai voulu à ma mère pendant longtemps. J'en ai voulu aux intellectuels de ma famille. Parce que j'ai estimé que maman, c'est vrai, elle n'est pas partie à l'école. On a peut-être pu la manipuler, mais les intellectuels de ma famille qui savent. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de VBG, mais VBG, ça a commencé depuis longtemps. Comment ils ont pu laisser faire ça? Pourtant, ils étaient conscients des dangers de ces pratiques. Je me suis rendu compte que beaucoup surtout mon père, il ne l'a pas su. Il ne l'a pas su parce que c'est quelqu'un d'un certain niveau, il pouvait arrêter ça. Mais maman, elle ne lui a pas dit. Elle ne lui a pas dit, voilà. Et puis, il y a ce silence-là, cette forme d'omerta autour de cette situation. Et malheureusement, on l'a su tout à l'heure, par son témoignage, on en a su un peu plus victime de mutilation génitale féminine. Qui mieux que madame pour en parler, pour partager son ressenti, ses émotions et surtout l'impact que cette situation-là a pu avoir sur elle. Et
cette fois maintenant aborder le plan, le volet des solutions. Pour dire, OK, on a dressé le constat, on a eu les témoignages. Qu'est-ce qui est fait, M. Koulibaly, pour ne plus qu'on retrouve ces situations-là? Oui, je pense qu'il y a des actions qui sont menées au niveau du gouvernement. Je peux dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons sur l'ensemble du territoire 68 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre de façon générale. Et quand vous regardez le fonctionnement de ces plateformes, dès qu'il y a un cas, malheureusement peut-être de violence basée sur le genre, notamment l'excision, automatiquement ce cas est pris en charge par les professionnels de ces plateformes VBG. Et au sein de ces plateformes VBG, vous avez les médecins, vous avez les leaders communautaires, les leaders religieux, vous avez la police, la gendarmerie, et donc des professionnels qui mettent en place le dispositif. Et donc, on peut avoir des références, des contre-références, mais le plus important, c'est que ces plateformes existent. D'accord. Alors, je reviens à vous, parce que vous avez cité un nombre de personnes qui interviennent dans ces actions menées. Par exemple, vous avez parlé d'agents de sécurité, donc la police, parce que c'est une pratique, disons-le, qui est prohibée. Donc, on peut poursuivre les personnes qui se rendent coupables de ces actes. Oui, absolument, puisque la Côte d'Ivoire a ratifié tous les traités internationaux, régionaux, et je pense que même la Constitution que nous avons un document de politique qui porte sur les rapports d'égalité des chances, où c'est interdit. C'est une pratique qui est interdite, et nous disposons d'un cadre répressif, n'est-ce pas, qui est riche de toutes les dispositions. Et même quand vous prenez le dernier code pénal, il a été révisé. Très bien. Voilà. Ensuite, il y a le travail des psychologues et des sociologues pour accompagner, sensibiliser ces femmes-là, pour celles qui ont été victimes, qui ont du mal à en parler, à dénoncer leur bourreau, les aider à le faire aussi. Oui. Et après, pour celles qui sont victimes, cette assistance psychologique est importante. Oui, c'est très important, mais malheureusement, quand on regarde les pratiques, on met beaucoup l'accent sur l'autonomisation économique de la femme. Oui, mais la prise en charge doit être holistique. Et la Côte d'Ivoire, dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre de 2015, a opté justement pour cette prise en charge holistique. Donc, holistique, c'est-à-dire c'est une prise en charge intégrée qui mobilise à la fois la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, la prise en charge communautaire, parce qu'il faut de la réinsertion communautaire ou de la réintégration communautaire. Malheureusement, dans la pratique, ce n'est toujours pas le cas. Parce que pour qui vous passez aujourd'hui, si vous dénoncez une pratique qui est vieille de je ne sais plus combien d'années, vous dénoncez, ces dames-là sont arrêtées, et vous revenez dans cette société-là, quel regard certaines personnes ont sur vous? Oui. Moi j'ai une question, Monsieur Koulibaly, c'est au niveau de ces jeunes filles qui subissent ce genre de pratiques, comment est-ce qu'elles font pour le dénoncer? Je ne parle pas des parents, parce que pour le cas de Madame Osama, par exemple, c'est sa mère qui l'a accompagnée. Donc, quand tu es une jeune fille ou une jeune, enfin, je veux dire une adolescente ou une jeune fille, comment est-ce qu'on, qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser justement ces jeunes filles? Sophie Aida, est-ce que justement ça permet de poser une question? C'est jamais fait sans l'accord d'un parent. Mais oui, on se rend compte que nous sommes dans une complicité et voire une impunité qui entoure le phénomène de l'excision en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez les statistiques, selon le Mix 5 de 2016, de 0 à 14 ans, que ce soit au nord, à l'ouest, au nord-ouest, on est dans un taux de prévalence qui varie entre 13 et 26%, de 0 à 14 ans. Et quand vous regardez, elle le disait tantôt, quand vous regardez au nord, c'est justement ces petites filles qui sont victimes d'excision. Mais quand vous allez à l'ouest, ce sont des femmes qui sont mûres, qui pratiquent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de petites filles, mais voilà un peu les réalités qui diffèrent. Et donc, quand vous regardez le phénomène de l'excision, vous vous rendrez compte qu'au-delà de ce qui s'est dit, c'est comme une école. Quand vous allez, c'est comme un bois sacré, où on vous dit, si vous arrivez à supporter cette douleur, c'est que vous pouvez faire face à toutes les vicissitudes de la vie. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de déni, du paramètre négatif qui entoure cette pratique. Incroyable. On s'est dit, on rend service, bien au contraire. C'est ça. Mais justement, aujourd'hui,
on a trouvé en fait un système traditionnel et qui a été et une théorie, je dirais, construite depuis des millénaires ou en tout cas des siècles. Et aujourd'hui, on veut en fait déconstruire tout ce système-là, toute cette emprise psychologique et surtout traditionnelle. On sait que les traditions ont la peau dure et ont l'ascendant sur énormément de paramètres sociaux, comme la religion, comme même l'évolution du monde. Si moi je suis une maman et que j'ai le cœur à faire passer cette épreuve à mon enfant, c'est que cette tradition-là, quand même, a pris le dessus, même parce sur que la l'amour. mère, l'ayant vécu elle-même. Voilà, Oui. je veux dire, cette pratique et cette... je veux dire, on s'accroche à ça, en fait. On le sait, sociologiquement, ça peut s'expliquer. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut... briser, déconstruire tout cela. Et j'ai envie aussi d'aller plus loin. Parmi les personnes qu'on intègre dans ce processus, au-delà du processus de prise en charge, de processus de sensibilisation, est-ce que vous avez intégré les, je sais pas, comment le dire, pas forcément les guides religieux, mais il y a des personnalités traditionnelles qui sont là et qui doivent sensibiliser. Est-ce que c'est intégré dans ce processus? Exactement. Vous posez une problématique intéressante. Comment briser le cycle de vie, le cycle de violence, intergénérationnel? Comment on le brise? On ne peut pas briser ce cycle si on ne change pas de mentalité, si on ne change pas d'attitude, si on ne change pas de comportement. Il faut savoir que tout n'est pas négatif dans la culture, c'est notre identité. Mais seulement ce que nous disons, c'est qu'il y a des faits, des pratiques traditionnelles qui sont néfastes, dangereuses, dont l'excision. Donc ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que les leaders religieux, et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous avez l'imam Cissé Diriba, avec une structure qu'il a créée, la fondation Djigui, la Grande Espérance, où il en est le PCA, où il arrive à sensibiliser, et aujourd'hui il a des résultats. Il travaille avec les partenaires, il travaille avec le ministère, et les exciseuses sont en train de changer, elles sont en train de se reconvertir. Donc ça veut dire que c'est possible. Il faut qu'on travaille en synergie, mais il faut déconstruire les normes du patriarcat. Y a-t-il un numéro de téléphone, un numéro vert pour terminer vraiment 15 secondes pour oui, les le personnes. 180. Le 180, oui. C'est le bien numéro noté. que les jeunes filles et les mamans et toutes les personnes qui veulent dénoncer. 180. On va noter le 180. Monsieur Koulibaly, merci d'avoir été avec nous. Alors, je crois qu'on aura d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau pour aborder ces questions. Madame, merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau-là pour témoigner de ce que vous avez vécu. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir suivi ce rendez-vous du Live Talk qui tire à sa fin. Excuse-moi, Brice, sorry. Oui. Excuse-moi. Avant de clôturer, J'ai 15 secondes. Ouais, excuse-moi, j'avais juste oublié un truc. Jimmy. Happy birthday to you. Happy birthday. Alors on me dit, non, il faut que je rende l'antenne parce que j'ai... Happy birthday to you, Brissano. Happy birthday to you. En plus, je l'ai rencontré tout à l'heure dans le couloir. Effectivement, il faut que tu rentres l'antenne, c'est pour ton anniversaire. C'est Oh là là, on c'est souhaitait gentil. quand même célébrer ton anniversaire. C'était le 6 février dernier, donc le jour de la journée nationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc merci pour ce qui tu es. Pour nous tous, merci de nous leader sur le Live Talk. On tenait vraiment à avoir cette attention en ton égard parce que voilà, you deserve it. Même s'il nous a dit, il nous a répété, je veux pas de surprise, ne me faites pas de surprise, ne me faites pas de trucs bizarres. On pouvait pas, on était obligés de te célébrer, you deserve it, tu le mérites. Moi, je te content que ça tombe beaucoup. samedi. Je me dis, allez, ça y est. Ah non. Merci Et du j'ai fond. envie de rajouter de ce que Sophie Aïda disait, tu es juste une personne exceptionnelle, Brice. Merci d'être celui que tu es, humble, gentil, généreux, yeah. et aussi positif. Ouais. Ça fait vraiment du bien de t'avoir à nos côtés. Yes. Et je tenais à te le dire aussi. God bless you. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas de mots. On va juste vous dire merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous garde, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. God Merci. bless you. Merci.